La petite luciole du briquet posée là scintillait faiblement sous la lumière chiche du porche. Un simple objet métallique, froid sous mes doigts quand je l'ai ramassé, et pourtant, il pesait comme une accusation. Gravé sur le côté, un loup, 3 lignes nettes, une signature, une provocation. Mon cœur a fait un bond, ce genre de secousse silencieuse qui précède la tempête. Pierre, mon berger allemand, mon ombre loyale, s'était déjà dressé, plantant son corps massif entre moi et la nuit, un grondement bas et maîtrisé vibrant dans sa poitrine. Un avertissement, presque un chuchotement. C'est comme ça que Pierre parle quand le danger est trop proche pour aboyer. Mes yeux se sont durcis, cherchant à percer l'obscurité dense de la forêt qui engloutissait ma petite cabane de location, là, à l'orée du village. Il savait. Il m'avait vu. Le message était clair, gravé non pas dans la pierre, mais dans cette petite pièce de métal glissée sur ma marche. Nous te voyons. C'était une drôle de façon de faire les présentations. Il y a 3 semaines à peine, ou peut-être un mois, les dates se mélangent un peu parfois. Je m'étais retrouvé dans ce coin paumé du Jura, censé inspecter des sentiers, faire des relevés topographiques, une excuse comme une autre, pour fuir le bruit, pour trouver une nouvelle raison de me lever le matin. Et voilà où ça m'avait mené, à la découverte d'un briquet lourd de menaces, là, devant ma porte. Ça avait commencé avec ce vieil intégral, ou plutôt avec Pierre. Nous étions en patrouille, un matin d'une clarté presque irréelle. Le soleil filtrait entre les sapins géants, déversant des pièces d'or sur le tapis d'aiguille. L'air était vif, pur, saturé de l'odeur résineuse des pins et de l'humidité de la terre. J'aimais ça, cette forêt. C'était le genre d'endroit qui vous forçait à respirer, à être juste, présent. Mon boulot se résumait à ça, marcher, vérifier, parfois élaguer une branche. Un travail simple qui me donnait une raison de bouger, sans avoir à justifier pourquoi rester immobile me donnait l'impression de me noyer. Pierre était là, dans le siège passager, son pelage noir et feu digne d'un soldat en bronze. Il ne faisait jamais de chichi. Ses yeux sombres, perçants, balayaient le paysage comme un radar. Pas la douce naïveté d'un animal de compagnie, plutôt la concentration intense de quelqu'un qui prend des notes sur le monde. Je lui avais dit en rigolant, « Détends-toi, sergent, c'est une inspection de sentier, pas une invasion. » Il n'avait même pas tourné la tête, fixant l'horizon avec l'air de juger ma blague déplorable. Et puis, le silence de la forêt s'était épaissi. Pas un silence de paix, non. Un silence en alerte. Pierre avait changé, juste un raidissement subtil dans les épaules, un léger frémissement de ses oreilles, son museau tourné vers le pare-brise, captant une information que seul lui pouvait déchiffrer. J'avais ralenti. Qu'est-ce que c'est, mon vieux? L'humour était parti, remplacé par cette vigilance que je connaissais trop bien, celle qui avait été mon pain quotidien autrefois. Il avait émis un son, un petit gémissement contenu, comme s'il parlait d'à travers ses dents. J'avais arrêté le moteur. La forêt retenait son souffle. Dès que j'étais sorti, l'air frais m'avait giflé. Pierre avait sauté, silencieux, déjà en mode scan. Et là, au-delà d'un rideau de fougères, on l'a vu. Un camping-car, ou du moins ce qu'il en restait. Blanche autrefois, la carrosserie était maintenant striée de rouille couleur sans sécher. De la mousse rampait sur le toit, des touffes d'herbe pointant comme si la forêt avait décidé d'en faire son jardin personnel. Les fenêtres latérales étaient brisées, des trous béants dans l'intérieur sombre. Ça ne ressemblait pas à une machine, mais plutôt à une baleine échouée, massive, vaincue par le temps. Je me suis immobilisé, observant. J'en avais vu des choses abandonnées, des bâtiments, des véhicules, des rêves. Mais celui-là, il avait une présence étrange, comme s'il attendait. Pas mort, juste endormi, écoutant. J'ai soufflé par le nez, un petit rire amusé, un réflexe. Charmante petite surprise, j'avais murmuré.
Pierre, lui, ne trouvait pas ça drôle. Il avançait d'un pas mesuré, le nez au sol, tournant lentement autour du véhicule. Il s'était arrêté devant la porte, reniflant la jointure, puis le sol. Sa queue était immobile, ni agitée, ni rentrée, juste neutre. Mais alerte, mes yeux se sont plissés. Je l'observais comme on regarde une aiguille de boussole par ciel couvert. « Qu'est-ce que tu sens ?» lui avais-je demandé. Il avait juste levé la tête, fixant la fenêtre brisée du camping-car, avec une intensité qui me donnait des frissons. Et puis, il s'est assis. Pas négligemment, fermement, comme un soldat qui s'agenouille, comme une sentinelle qui prend sa position, et là, un truc s'est réveillé en moi. Cette sensation familière d'une autre vie, ce moment précis avant qu'une porte s'ouvre, ce moment où on va savoir si l'instinct avait raison. L'odeur près du camping-car, c'était d'abord la pourriture, le vieux tissu humide, mais en dessous, subtil comme un murmure fantôme, il y avait cette trace d'humain. Pas frais, pas d'hier, mais pas antique non plus. Une odeur stratifiée, comme des pas qui ne cessaient de revenir. Ma gorge s'est asséchée. J'avais tenté un autre trait d'humour parce que c'était plus simple que d'admettre que mon cœur s'était mis à courir. Tu es en train de me dire que ce truc n'est pas juste une pièce de musée? Les oreilles de Pierre avaient une frémie. Ses yeux ne quittaient pas la fenêtre. Je n'avais pas touché la porte. Pas encore. J'avais pris des photos, le devant, les côtés, les fenêtres brisées. Zoomé sur le toit couvert de mousse, les motifs de rouille, de vieilles habitudes, mais aussi du respect. Si c'était une histoire, je n'allais pas y entrer comme un narrateur indélicat. Je me suis accroupi, examinant le sol. Feuilles, boue, aiguilles de peine. Quelques éraflures près de la porte, mais rien d'évident. Pourtant, la terre était humide, meuble. Elle savait garder les secrets. Soudain, Pierre s'est penché, son museau balayant le bas de la porte. Puis sa patte s'est levée et il a gratté une fois la terre. Mon attention s'est figée. Quoi? Il a gratté à nouveau, plus fortement, creusant à travers les feuilles. Le mouvement n'était pas frénétique, précis. J'ai écarté les feuilles avec ma main gantée. Une bande de tissu a émergé. Humide, sale. Une couleur, peut-être bleue ou grise, mais passée. Des pointes de broderie le long du bord. Des lettres. J'ai retenu mon souffle en le dégageant entièrement. North Star. Les mots étaient brodés de manière robuste, en lettres capitales. Pas décoratif, fonctionnel, comme l'étiquette d'un sac de sport. J'ai fixé ça un peu plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Quelque chose en moi a bougé. Quelque chose de calme et de vieux. Une cloche a sonné au fond d'un endroit submergé. L'étoile polaire. Un guide. Un point fixe. Quelque chose à suivre quand tout le reste bouge. J'ai dégluti, la gorge serrée, et mon esprit a fait ce qu'il faisait toujours. Il a essayé de rendre le moment assez petit pour être gérable. Quelqu'un a vraiment nommé son cercueil roulant. J'ai murmuré, d'une voix sèche. Romantique. Pierre m'a regardé d'une façon qui rendait le mot romantique suspect. J'ai glissé le tissu dans une poche de ma veste, une preuve, ou un jeton d'un mythe ancien. Je me suis levé, les yeux balayant la forêt autour de nous. Les arbres étaient calmes, trop calmes. Le soleil continuait de se déverser comme si de rien n'était. Les oiseaux chantaient comme si le monde était innocent. Et pourtant, le corps de Pierre restait tendu, ses sens fixés sur le camping-car comme un aimant sur le fer. Je me suis souvenu d'une autre odeur, il y a longtemps, aigre et mauvaise, essence, fumée, le genre d'odeur qui n'a pas sa place jusqu'à ce qu'elle l'ait et qu'alors elle appartienne à la tragédie. J'ai repoussé la pensée comme un homme fermant une porte dans une tempête. Pas aujourd'hui, me suis-je dit. J'ai fait un pas lent vers l'entrée du camping-car, levé la main, puis arrêté. Une partie de moi voulait ouvrir la porte. Une plus grande partie, celle qui avait appris le prix de la curiosité,
voulait marquer l'emplacement et partir. Et j'ai fait un compromis. J'ai reculé légèrement et j'ai sorti mon téléphone pour enregistrer les coordonnées GPS. J'ai pris une autre photo de la porte, la petite étoffe dans ma poche me brûlant presque. J'ai regardé Pierre. D'accord, j'ai dit doucement, ma voix n'était plus à la plaisanterie. On ne précipite rien. On ne joue pas les héros. On ne fait rien de stupide. Pierre est resté assis, les yeux fixés, comme s'il avait déjà signé un contrat que je n'avais pas lu. J'ai expiré lentement. En balayant de nouveau la forêt, j'ai vu la tête de Pierre pivoter brusquement. Ses narines se sont dilatées, puis il a éternué. Net. Soudain. J'ai figé. Le vent venait de m'apporter une odeur nouvelle, si faible que j'aurais pu la manquer si Pierre n'avait pas réagi. Un mince filet qui n'avait rien à faire avec la mousse et le pin. De l'essence. Pas forte, pas proche, mais présente. Comme un avertissement chuchoté de loin sur le sentier. Mon humour a disparu complètement. J'ai regardé de nouveau le camping-car, et la bête rouillée me rendait son regard avec ses fenêtres brisées, comme des yeux aveugles. J'étais venu inspecter un sentier, mais la forêt, apparemment, avait décidé de m'inspecter à la place. Et Pierre, inébranlable, immobile, montait la garde comme s'il protégeait une étoile endormie qui n'était pas censée être trouvée. Je n'ai pas quitté la forêt immédiatement. Je suis resté à quelques mètres de l'épave, laissant la distance refroidir le moment, comme un soldat refroidit un canon après une longue rafale. Les arbres sont restés calmes, le soleil toujours généreux, comme si le monde avait déjà digéré la vérité que le véhicule rouillé contenait. Pierre est resté posté près des marches, sa posture ferme, ses yeux balayants, non plus curieux, mais engagés. Je connaissais ce regard. Cela voulait dire, cet endroit est important. J'ai sorti mon téléphone, le pouce hésitant, puis j'ai composé un numéro que je n'utilisais pas souvent, mais que je n'effaçais jamais. Marie, j'ai dit quand la ligne s'est connectée, j'ai besoin d'une garde forestière. Elle est arrivée 35 minutes plus tard dans un pick-up vert maculé de poussière qui portait son âge avec honnêteté. Marie Dubois est sortie avec l'assurance de quelqu'un qui était exactement à sa place. 30 ans passés, taille moyenne, mince mais forte, le genre de force qui vient de kilomètres de randonnée plutôt que de poids soulevés. Ses cheveux foncés étaient attachés en une queue de cheval basse qui avait clairement été refaite plus d'une fois ce matin-là, et sa peau portait le hâle uniforme de quelqu'un qui travaille dehors toute l'année. Une petite cicatrice traversait un de ses sourcils, ancienne, pâle et indifférente à la vanité. Son uniforme était pratique. Veste de garde forestière vert forêt, pantalon de travail, bottes lacées serrées, une radio clipsée à son épaule murmurait doucement, comme si la forêt lui avait donné sa propre voix. Ses yeux étaient vifs, pas suspicieux, juste entraînés. Le genre d'yeux qui remarque quand quelque chose ne va pas et attend impatiemment que la raison se manifeste. Elle a parcouru le camping-car d'un long regard. « Eh bien, » a dit Marie en expirant, « ça n'est sur aucune de mes cartes. » J'ai hoché légèrement la tête. Je ne pensais pas que ça le serait. Elle a jeté un coup d'œil à Pierre, qui la regardait sans hostilité, mais avec une évaluation indéniable. Marie s'est accroupie légèrement, sans le toucher, le laissant décider des termes. « Ken ?» a-t-elle demandé. « Retraité, j'ai dit. Et il travaille toujours ?» Marie a souri faiblement. « Nous tous, non ?» Elle s'est levée et a mis des gants. « D'accord, faisons ça selon les règles. » Elles se sont approchées du camping-car ensemble. De près, la dégradation racontait une histoire compliquée. L'intérieur était sombre, l'air lourd de tissus humides et de pourriture. Mais ce n'était pas le chaos de l'abandon que j'attendais. Quelqu'un avait nettoyé. Mal à la hâte, mais intentionnellement. Un coin du plancher était visiblement plus propre que le reste. Une boîte en fer vide était posée près du mur du fond, ses bords noircis par de la suie récente. Marie s'est accroupie, passant un doigt à l'intérieur de la boîte.
Encore chaud à un jour près, a-t-elle dit. Pas chaud comme un feu de quin. Contrôlé. J'ai absorbé ça sans commentaire. Pierre est passé devant nous, son nez traçant le sol, puis s'est arrêté près de la base de la dinette. Il a levé une patte et a gratté une fois, lentement, délibérément. Je me suis agenouillé à ses côtés. J'ai soulevé le tapis lâche, révélant une coupe étroite dans le plancher. Marie s'est penchée. Rangement caché. À l'intérieur, un kit de survie Kimpact, un filtre à eau, une couverture de survie, une batterie externe, des bandages, tout pratique, tout choisi par quelqu'un qui savait qu'il faudrait peut-être partir vite. Et en dessous, enveloppé dans de la toile cirée, un vieux dictaphone portatif. La mâchoire de Marie s'est légèrement serrée. Ça, ce n'est pas du matériel de camping. Non, ai-je acquiescé, c'est une preuve. Sur le mur du fond, juste au-dessus de l'endroit où le vinyle s'était décollé, Marie a remarqué autre chose. 3 rainures peu profondes gravées dans le bois. À côté, une esquisse grossière d'une tête de loup. Son expression a changé. Subtile, mais indubitable. Cette marque, a-t-elle dit doucement, elle apparaît près de routes illégales. Du bois, parfois pire, ce n'est pas un logo, c'est un message. J'ai regardé la marque, puis la forêt au-delà de la fenêtre cassée. Territoire. Exactement. Un bruit de moteur lointain a flotté à travers les arbres. Marie a réagi instantanément, tendant la main et appuyant 2 doigts sur ma manche. Pas pour me saisir, juste un signal. Elle a pointé. On s'est éloigné du chemin et mis à couvert sans parler. Les feuilles étouffaient nos pas. Le moteur est assez loin pour rester invisible, mais assez proche pour se sentir intentionnel. Marie s'est penchée et a murmuré « Il y a un silence qui vient de la neige et un silence qui vient de l'argent. » J'ai compris la différence. On a attendu que le son s'estompe. Puis Marie a sorti une caméra de surveillance compacte de son sac. « Protocole, a-t-elle dit. On n'effraie pas celui-ci. On le laisse se montrer. » Elle a installé la caméra avec une aisance expérimentée, l'orientant vers le camping-car sans que ce soit évident. Je regardais Pierre pendant qu'elle travaillait. Le corps du chien s'était détendu juste assez pour rester immobile, mais son attention ne s'est jamais relâchée, comme une garde qui savait que son service n'était pas terminé. Quand on a fini, je suis reculé et j'ai de nouveau observé l'épave. Il n'avait plus l'air abandonné. Il semblait occupé par une absence. « Attends une minute, là. Je dois faire une pause, le temps de reprendre mes esprits. Parce que tout ça, la camionnette pourrie, le chien qui renifle des vérités invisibles, et cette sensation de m'enfoncer dans un truc bien plus gros que moi, c'est quand même dingue, non? Je suis censé juste inspecter des sentiers. Mon ancien monde, celui des opérations, des missions claires, c'est fini ça. J'avais des objectifs, des ennemis identifiables. Ici, c'est juste une ambiance, des silences qui parlent, des odeurs d'essence et de mensonges. C'est tellement plus diffus, plus subtil, et ça me rend dingue, parce que je me sens attiré, aspiré par ça, alors que toutes les alarmes en moi me crient de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est le vieux Julien qui revient, celui qui ne peut pas juste passer son chemin. Et ça me fait peur, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça a mal fini. Pour moi, pour d'autres. Mais Pierre, lui, il s'en fiche de mon passé. Il voit ce qui est là, maintenant. Il sent, et je crois que je dois juste lui faire confiance. C'est absurde, quand on y pense, se fier à un chien pour me guider hors du désespoir. Mais bon, retour à la forêt, hein? On s'est éloigné un peu pour faire le point, appuyé contre les haillons du pick-up de Marie. Elle prenait des notes. Pas d'enregistrement d'un camping-car immatriculé ici. Pas de permis. Officiellement, pas de signalement. J'ai hoché la tête. Officieusement, elle a hésité, puis a haussé les épaules. Des gens disparaissent par petits bouts ici. Pas assez d'un coup pour faire du bruit. J'ai croisé son regard. Quelqu'un vivait ici. Où se cachait, a dit Marie. Le silence est retombé. Soudain,
Pierre a levé la tête. Pas alarmé, juste concentré. Il s'est détourné du camping-car et a fixé le sentier, puis s'est rassis, cette fois face à la forêt, pas au véhicule. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas une position de garde. C'était un avertissement. J'ai suivi le regard de Pierre et je n'ai rien vu. Juste des arbres, de la lumière, de la distance. Marie l'a remarqué aussi. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai observé les oreilles de Pierre bouger, s'ajustant à quelque chose que seul lui pouvait entendre. Il écoute, ai-je dit. Quelqu'un qui se croit discret. Marie s'est redressée lentement. Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. Puis Pierre a tourné la tête et m'a regardé directement. Pas d'urgence, pas de peur, juste de l'attente. J'ai senti le poids de ce regard s'installer dans ma poitrine. C'est là que tu décides, me disait-il sans mot. J'ai cherché dans ma veste, touchant l'écusson en tissu dans ma poche. Celui marqué North Star. Je ne l'ai pas sorti. Je n'en avais pas besoin. La caméra reste, ai-je dit finalement. On ne touche pas au dictaphone, pas encore. Marie a acquiescé. D'accord, mais on ne fait pas semblant que c'est juste de la paperasse, ai-je ajouté plus doucement. Marie a croisé mon regard. Non, on ne fait pas semblant. On a tout remballé avec précaution, laissant l'épave telle qu'on l'avait trouvée. Presque. En marchant vers les véhicules, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Le camping-car restait inchangé. La rouille brillait faiblement sous le soleil de l'après-midi, la mousse aussi vive que si elle venait d'être lavée. Mais maintenant, il me semblait différent. Moins une ruine, plus un signal lumineux attendant la nuit. Pierre s'est arrêté une fois au bord de la clairière, regardant en arrière plus longtemps que nécessaire. Je ne l'ai pas pressé. Je savais que certains silences n'étaient pas vides. Ils retenaient leur souffle. Le village s'est révélé à nous comme les bonnes choses le font souvent, lentement et sans exiger d'attention. Une route en ruban serpentait vers le lac et soudain la forêt a relâché son emprise. Le soleil s'est élargi. Des maisons sont apparues avec des porches face à l'eau. Peinture fanée, mais entretenue. Un petit port de plaisance berçait doucement contre ses poteaux. Des bateaux tapant le bois comme des coups de poing sur une porte. Le lac lui-même s'étalait, ouvert et calme, assez bleu pour paraître indulgent. J'ai garé près de la rue principale et j'ai coupé le moteur. Après le silence de la forêt, le village me paraissait presque bruyant. Une cloche a sonné quand quelqu'un a ouvert une porte de magasin. Des rires ont flotté d'un banc où deux hommes âgés se disputaient amicalement à propos de la pêche. Quelque part, du beurre grésillait sur une plaque chaude. Pierre a sauté du camion et s'est tenu à mes côtés, alerte mais pas tendu. Sa queue pendait basse et stable. Les villes le rendaient prudent d'une manière différente des bois. Trop d'odeurs qui se chevauchent, trop de vie qui se frôlait comme des fils lâches. J'ai ajusté ma veste et je me suis dirigé vers le bistrot avec l'auvent rouge. À l'intérieur, la chaleur m'a enveloppé immédiatement. L'odeur de café et de pommes de terre frites emplissait l'air riche et rassurante. L'endroit était petit mais vivant. 4 banquettes, un comptoir usé par les coudes et les années, et un jukebox qui semblait avoir des opinions bien arrêtées sur la musique moderne. Derrière le comptoir se tenait Sophie Bertrand. Elle avait la soixantaine avancée, grande pour son âge, avec une silhouette qui s'était affinée mais pas affaiblie. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon lâche qui ne restait jamais tout à fait net, et son visage portait des rides gagnées par le rire et l'inquiétude. Sa peau était pâle mais saine, tachetée par endroits où le soleil l'avait toujours trouvée. Elle portait un tablier délavé saupoudré de farine et de graisse, comme s'il avait poussé ainsi. Ses yeux étaient vifs et gentils à part égale. Le genre d'yeux qui pouvait couper court à toute bêtise, mais faire de la place pour la grâce. Elle a levé les yeux quand je suis entré, m'a jaugé des bottes aux épaules, jusqu'à l'air silencieux de ma mâchoire, et a souri sans surprise. « Vous n'êtes pas d'ici, a-t-elle dit, versant du café dans une tasse ébréchée. Mais vous n'êtes pas perdu non plus. J'ai rendu un petit sourire. C'est si évident.
Sophie a fait glisser la tasse sur le comptoir. Les hommes perdus regardent autour d'eux comme s'ils espéraient que les murs s'expliquent. Vous posez des questions sans parler. J'ai pris le café. J'avais quelques questions. J'espérais que vous pourriez y répondre. Sophie a posé ses coudes sur le comptoir. Ça dépend du genre. J'ai hoché la tête vers la fenêtre où le lac scintillait. À propos des bois, ce sourire a pâli. Bien sûr que c'est à propos des bois, a-t-elle dit doucement. Tout ce qui compte ici finit par en être. Elle a jeté un coup d'œil à Pierre, qui était assis sagement près de mes bottes, les yeux balayant la pièce, mais le corps détendu. « Et qui est ce beau sergent ?» a-t-elle demandé. « Pierre, j'ai dit, elle me garde honnête. » Sophie a approuvé d'un fredonnement. Les bons chiens le font toujours. J'ai attendu. J'avais appris il y a longtemps que le silence pouvait être une invitation si on le laissait respirer. Sophie a soupiré et s'est redressée, s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous posez des questions sur Sophie Leroy, a-t-elle dit, sans me regarder. Mon regard s'est aiguisé. Je n'ai pas dit de non. Non, a répondu Sophie. Mais vous êtes sorti des arbres avec ce regard, et Sophie est le seul nom qui pèse lourd ces derniers temps. Elle s'est versé un café et a pris une gorgée avant de continuer. Sophie était intelligente, trop intelligente pour un village qui aime ses soirées prévisibles. 30 ans passés, mince mais forte. Elle marchait comme quelqu'un habitué à parcourir le terrain. Cheveux blonds foncés qu'elle gardait attachés la plupart du temps. Peau claire mais hâlée à force de rester dehors. Les yeux toujours en alerte, comme si elle attendait que le monde scelle en premier. La bouche de Sophie s'est légèrement serrée. Elle posait des questions sur les camions, sur les routes de campagne, sur l'activité nocturne près du lac. Certains appelaient ça de la curiosité, d'autres des problèmes. Et puis, elle a disparu, ai-je dit. Sophie a hoché la tête. L'été dernier, les gens ont dit qu'elle était partie en randonnée ou qu'elle avait déménagé. C'est ce que les gens disent quand l'alternative les met mal à l'aise. J'ai bu mon café lentement. Elle venait souvent d'ici. Tous les matins, a dit Sophie. Même banquette, mêmes œufs, café noir, pourboire trop généreux. Comme si elle s'excusait de quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas une solution, juste une forme. J'ai payé et j'ai remercié Sophie. Alors que je me tournais pour partir, elle m'a appelé. « Quoi que vous cherchiez, a-t-elle dit d'une voix ferme, faites attention à ce que vous réveillez. Ce village dort parce qu'il le veut. » J'ai marqué une pause près du camion. Les oreilles de Pierre s'étaient tournées vers l'autre bout de la rue, son attention attirée par un véhicule en mouvement. Un pick-up est passé lentement, un logo vert foncé de la compagnie poché sur la porte. Service Forestiers Timberline. Le corps de Pierre s'est raidi. Il s'est approché, le nez bas, reniflant l'air, tandis que le camion tournait au ralenti au panneau stop. Un son bas a grondé dans sa poitrine. Pas un aboiement, pas un grognement. Un avertissement contenu. Je l'ai capté immédiatement. Le camion a accéléré et a disparu au loin. Je me suis agenouillé près de Pierre, posant brièvement une main sur l'épaule du chien. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai murmuré. Pierre ne m'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur la route longtemps après que le camion eut disparu. Je me suis redressé. J'ai conduit jusqu'au petit commissariat, un modeste bâtiment en briques avec un drapeau à l'avant et un banc usé par l'attente. À l'intérieur, l'air sentait faiblement le papier et le désinfectant. Derrière le comptoir se tenait le gendarme Antoine Girard. Girard était un homme d'une 50aine d'années, grand mais légèrement voûté, comme si des années de responsabilité l'avaient courbé par degrés. Son visage était large et buriné, avec une barbe grisonnante, taillée par habitude plutôt que par fierté. Ses yeux étaient bruns et fatigués, mais pas méchants. Ils avaient le regard de quelqu'un qui en avait assez vu pour savoir mieux, et qui parfois choisissait de ne pas le faire. Il m'a étudié un long moment avant de parler. « Vous êtes le type qui pose des questions sur les bois, » a dit Girard. « La rumeur court vite, » j'ai répondu. « Seulement quand elle le veut, » a dit Girard. « Qu'est-ce que vous voulez? »
J'ai croisé son regard de plein fouet, des informations sur Sophie Leroy. La mâchoire de Girard s'est serrée, porte de colère. Quelque chose de plus proche de la résignation. Elle est partie, a dit Girard. Aucune preuve de malveillance, aucune raison de continuer à chercher. Sauf les camions, ai-je dit calmement. Et les routes et le fait que les gens qui posent des questions ne viennent plus prendre leur petit déjeuner. Girard s'est penché en arrière, expirant par le nez. Ce village n'a pas besoin d'étrangers qui remuent des choses. Je n'ai pas tressailli. Je ne remue pas. J'écoute. Les yeux de Girard ont jeté un coup d'œil à Pierre, qui était assis calmement à mes côtés, le regard fixe et indéchiffrable. « Ce chien, c'est le vôtre ?» a demandé Girard. « Oui. »« Il travaille toujours ?» Les épaules de Girard se sont affaissées d'une fraction. « Certains silences maintiennent la paix », a-t-il dit doucement. Ma voix était tout aussi calme. Certains silences par le temps. Girard n'a rien dit à cela. Je suis parti sans insister davantage. Dehors, le crépuscule avait commencé à adoucir les contours du monde. Des lumières clignotaient aux fenêtres. Le lac reflétait le ciel comme un souffle retenu. Cette nuit-là, je suis retourné à ma cabane louée en lisière du village. Elle était petite et propre, le genre d'endroit destiné aux pêcheurs et aux randonneurs du week-end. J'ai nourri Pierre, puis je me suis assis sur les marches, laissant l'obscurité s'installer. La forêt se profilait au-delà de la clairière, patiente. Pierre était couché à mes côtés, la tête sur ses pattes, les yeux à moitié clos, mais en alerte. Mes pensées ont dérivé vers une autre nuit. Une autre odeur, de l'essence. Un choix de ne pas agir. Une perte qui m'avait appris le poids d'ignorer les petites choses. Et c'est là, sur la marche, que j'ai trouvé le briquet. Le même briquet qui m'avait ramené à cet instant précis où j'attendais l'arrivée de la gendarmerie pour une raison bien moins banale que des sentiers mal entretenus. Le briquet et le loup gravé. Ce symbole me disait qu'on savait où j'étais. Ce n'était plus un simple signal, c'était une menace, une promesse voilée d'incendie. Le lendemain matin, avant même que le soleil n'ait complètement dissipé la brume sur le lac, j'étais en route vers le nord. La route se faisait plus étroite, serpentant à travers les bois, les maisons laissant place aux granges, puis à plus rien. Pierre était silencieux, son corps raide dans le siège passager, la tête légèrement inclinée comme s'il traquait des lignes invisibles à travers le paysage. Il était plus calme qu'hier soir, pas détendu, mais résolu. Une différence à laquelle j'avais appris à faire confiance. La clinique du docteur Camille Leblanc se trouvait à l'orée d'une longue clairière, à moitié engloutie par les pins et les bouleaux. Un bâtiment modeste, avec un bardage en cèdre patiné, un toit en métal terni par les saisons. Une pancarte peinte à la main près de l'allée indiquait « Camille Leblanc, DVM, vétérinaire de terrain et support K9. » J'ai garé le camion et coupé le moteur. Avant d'ouvrir la porte, j'ai posé une main sur le petit enregistreur dans la poche de ma veste. Il me paraissait plus lourd qu'il n'aurait dû. Le docteur Camille Leblanc a ouvert la porte de la clinique avant que je ne frappe. Elle avait la quarantaine, grande et mince, avec une posture qui suggérait de longues heures debout et des nuits encore plus longues sans sommeil. Ses cheveux foncés étaient striés de gris prématuré et tirés en une tresse large qui frôlait d'une épaule. Sa peau était mate, son visage anguleux mais chaleureux, avec des pommettes saillantes adoucies par des yeux attentifs. Elle portait un jean délavé, une chemise à carreaux aux manches retroussées et des bottes marquées de boue séchée et de taches de désinfectant. Rien chez elle ne suggérait la sophistication. Tout chez elle suggérait la compétence. Son regard est tombé immédiatement sur Pierre. « Eh bien, » a-t-elle dit doucement, s'accroupissant sans hésitation. « Bonjour. » Pierre ne s'est pas approché d'elle. Il ne s'est pas retiré non plus. Il a simplement observé, les oreilles en avant, les yeux intenses. Camille l'a attendu. Après un instant, Pierre s'est avancé et lui a permis de laisser sa main planer près de son épaule. « Bien, » a-t-elle murmuré. « Tu écoutes. »
J'ai senti la tension se relâcher dans ma poitrine. « Vous devez être Julien », a dit Camille en se levant. Marie a appelé. Elle a dit que vous pouviez aider, ai-je répondu. Camille a hoché la tête aussitôt. Entrez. À l'intérieur, la clinique sentait le propre, l'antiseptique mêlé à de l'huile de pin. Les murs étaient tapissés de photos, chiens de recherche dans la neige, sauvetage boueux, sourire fatigué figé à mi-victoire. Pierre a marqué une pause pour regarder une image d'un berger couvert de glace, les yeux brillants de détermination. Camille l'a remarqué. C'était North Point, a-t-elle dit. Sauvetage en avalanche. Il a travaillé jusqu'à ce que ses hanches lâchent. Pierre a étudié l'image, puis s'est assis. J'ai suivi Camille dans une petite pièce à l'arrière où un établi se trouvait sous une fenêtre étroite. Elle m'a fait signe de m'asseoir et a apporté une console audio compacte, usée mais bien entretenue. « Vous avez trouvé un enregistreur », a-t-elle dit. « Pas une question. » Je le lui ai tendu. Camille a examiné l'appareil avec un soin expérimenté. Ancien modèle, mémoire analogique. Les gens utilisent ça quand ils ne veulent pas de traces numériques. Elle l'a branché et a ajusté les cadrans. Du grésillement a empli la pièce, mince, irrégulier. Pierre s'est couché à mes côtés, son flanc légèrement pressé contre mon tibia. Camille a travaillé en silence pendant plusieurs minutes, ajustant les niveaux, filtrant le bruit. Son front était plissé par la concentration. Puis une voix s'est fait entendre. Au début, ce n'était guère plus qu'un souffle. Test. Est-ce que ça marche toujours? Ma colonne vertébrale s'est redressée. La voix était féminine, douce, contrôlée, mais effilochée sur les bords. Chaque mot semblait mesuré, comme si prononcé par quelqu'un qui rationnait sa force. Bon. C'est Sophie Leroy. Je ne sais pas qui trouvera ceci. Camille m'a jeté un coup d'œil. Je n'ai pas quitté la console. La voix de Sophie a continué, gagnant en clarté à mesure que Camille affinait le signal. Il y a des camions qui circulent dans la forêt la nuit. Pas des horaires de débardage, des routes différentes. Ils utilisent les vieilles routes de service près du lac, là où la roche est basse. Il y a une brèche étroite, une falaise de pierre. Ils y stockent des choses. Une pause, un souffle trop long. J'ai posé des questions. Je n'aurais pas dû en poser autant d'un coup. J'ai senti le corps de Pierre se tendre. La voix de Sophie a vacillé, puis est redevenue stable. Il ne peine pas le silence avec de l'argent, il paie avec la peur. Une autre pause. J'ai essayé les autorités. Je ne fais pas confiance à ceux qui ont été informés. Si vous entendez ceci, ne faites pas confiance aux réponses silencieuses. Les réponses silencieuses sont achetées. L'enregistrement a crépité. J'ai contacté un groupe de bénévoles de recherche et sauvetage Caneuve, Valkyrie Search. Ils ont aidé une fois. Ils ont laissé des marqueurs. Si vous voyez des signes, ce n'était pas une coïncidence, voici. Un souffle peu profond maintenant. Je ne suis pas parti, je me cache. Si ça s'arrête, si je m'arrête, suivez le lac. Faites confiance aux chiens. Ils voient ce que nous faisons semblant de ne pas voir. L'enregistrement s'est terminé. Le silence est revenu dans la pièce, mais il n'était pas vide. J'ai expiré lentement, comme si j'avais été sous l'eau plus longtemps que je ne le pensais. Camille a retiré ses écouteurs. Elle avait peur, a-t-elle dit, mais elle pensait clairement. J'ai hoché la tête. Elle savait comment laisser une trace. Pierre a levé la tête et s'est approché de moi, posant son menton sur mon genou. Pas anxieux, mais ancré. J'ai posé ma main sur le cou de Pierre. Elle est toujours en vie, ai-je dit, non pas comme un espoir, mais comme une conclusion. Camille m'a observé attentivement. Qu'est-ce qui vous en assure? Elle n'a pas dit au revoir. Camille a réfléchi, puis a hoché la tête. J'ai entendu assez d'enregistrements comme ça pour faire la différence. Je me suis levé. Marie et moi allons surveiller les routes qu'elle a mentionnées, avec prudence. L'expression de Camille s'est légèrement durcie. Vous n'allez pas vous lancer seul dans les coupes rocheuses. Non, ai-je dit. On documente, on se retire.
Camille s'est agenouillée de nouveau près de Pierre. « Et vous? » a-t-elle dit doucement. « Vous êtes très doué pour savoir quand vous arrêtez. » Pierre a croisé son regard, sans ciller. Plus tard cet après-midi-là, on s'est retrouvés près de l'orée de la forêt. Marie avait des cartes étalées sur le capot de son camion, lestées de Pierre. J'ai transmis les paroles de Sophie. Marie a tracé le contour du lac avec un doigt. Il y a une faille rocheuse naturelle ici. Un vieux chemin de service passe à proximité, mais il n'est pas entretenu. Parfait pour déplacer des choses sans être vu. J'ai dit, on a planifié délibérément. Caméra de surveillance placée aux intersections, enregistreur audio caché près du chemin. Pas de confrontation, pas d'héroïsme. Pierre faisait les 100 pas lentement entre nous, s'arrêtant de temps en temps pour renifler le vent, puis repartant. À peu près à un tiers de notre installation, Pierre s'est arrêté net. Pas en alerte, pas alarmé, il s'est juste assis. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Pierre ne regardait pas les arbres. Il me regardait moi. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas un avertissement, pas de la peur, de la reconnaissance. Je l'ai senti comme une main silencieuse sur ma poitrine. Un souvenir a refait surface sans y être invité. Des années auparavant, un autre chien, une autre pause, un moment que j'avais ignoré parce que l'horloge de la mission était plus forte que l'instinct. Le souvenir s'était mal terminé. J'ai dégluti. « Je t'entends », j'ai dit doucement. Pierre s'est levé et a bougé à nouveau, satisfait. Marie a observé l'échange. Il fait ça souvent, seulement quand je suis sur le point de répéter une erreur, ai-je répondu. On a fini de placer la dernière caméra alors que le jour déclinait vers le soir. Je me suis reculé et j'ai observé la forêt. La carte que Sophie avait dessinée avec sa voix avait maintenant une forme, une direction. On n'est pas allé plus loin. Pas encore. En rangeant nos affaires, j'ai jeté un dernier coup d'œil au scintillement lointain du lac. Quelque part au-delà de ces arbres, Sophie respirait encore, et Pierre, stable, vigilant, marchait à mes côtés comme un serment qui avait enfin été prononcé à voix haute. Le matin a étendu un voile pâle sur l'eau, transformant le lac en un vaste miroir patient. La brume flottait bas, s'enroulant et se déroulant comme si la surface elle-même respirait. Les pins s'agglutinaient sur la rive, leurs reflets s'étiraient vers le bas, comme des questions sombres que personne ne voulait poser à voix haute. J'ai garé le camion loin du chemin d'accès. Pas de traces fraîches, aucun signe évident d'utilisation récente. Cela seul me mettait mal à l'aise. Marie est sortie la première, efficace comme toujours, sa veste de garde forestière zippée jusqu'au col. Elle a balayé la zone d'un calme entraîné, puis a plongé la main dans son sac et en a sorti 2 petites caméras de surveillance. « Inspection d'abord », a-t-elle dit. « Entrer et sortir sans drame. » J'ai hoché la tête. Pierre attendait d'entre nous. La posture neutre, mais attentif, la queue basse, les oreilles traquant la brise. Son pelage noir et feu captait la lumière en reflets tamisés, ses muscles se déplaçant subtilement sous son poil court alors qu'il ajustait sa posture. Il ressemblait moins à un chien aujourd'hui et plus à une boussole qui avait choisi le vrai nord. On a travaillé méthodiquement. Marie a placé des caméras là où l'ancien chemin de service se rétrécissait, là où les ornières de pneus se superposaient, juste assez pour suggérer une répétition. J'ai enregistré les coordonnées sur mon téléphone, marquant les distances et les angles, avec la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui faisait plus confiance aux cartes qu'aux conjectures. Quand Pierre bougeait, on le suivait. Il nous a conduits loin de l'eau et vers une brèche dans la ligne de roche, une fissure naturelle où le terrain s'enfonçait brusquement, des parois rocheuses s'élevant de chaque côté comme les mâchoires de quelque chose d'ancien. L'ombre s'y nichait même en plein jour, et l'air devenait plus frais, plus lourd. J'ai ralenti. L'odeur m'a frappé ensuite. Pas forte, pas évidente, mais présente en couche. Carburant, huile, métal. Le nez de Pierre a plongé plus bas à mesure que nous approchions. Des mouvements délibérés,
contrôlé. Il s'arrêtait tous les quelques pas, inspirant profondément, puis continuait. Il ne tirait pas, il guidait. C'est ici, a murmuré Marie. La fissure s'ouvrait sur un passage étroit. Les parois rocheuses étaient éraflées et marquées par le temps. À la base, le sol était tassé, plus sombre que la terre environnante. Je me suis accroupi et j'ai pressé mes doigts dessus. Des marques de pneus, j'ai dit. Charge lourde, répété. On ne s'est pas pressé. J'ai pris des photos sous plusieurs angles. Profondeur des roues, direction du déplacement, gravier perturbé. Marie a enregistré les points GPS et a ajusté l'une des caméras, l'orientant vers le passage sans la rendre évidente. À l'intérieur de la crevasse, l'air sentait le renfermer, le piéger. La lumière du soleil filtrait en minces lignes obliques, attrapant des mouches de poussière qui flottaient comme de la neige lente. On a trouvé la première caisse à moitié cachée derrière un affleurement rocheux. Elle était en bois, patinée mais intacte, les pochoirs effacés. J'ai photographié la caisse sans la toucher. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir qu'elle était importante. Stockage, a dit Marie doucement. Temporaire, j'ai acquiescé. Il ne reste pas longtemps. Pierre est passé devant nous, s'enfonçant plus profondément dans la crevasse, puis s'est arrêté brusquement. Il s'est assis, pas en alerte, pas alarmé. Pourtant, j'ai senti une tension familière dans ma poitrine. Je me suis approché prudemment, balayant le sol là où l'attention de Pierre était fixée. Le sol là était perturbé différemment. Des impressions plus légères, espacées irrégulièrement. Des empreintes de pas plus petites, plus étroites, humaines, mais pas celles de quelqu'un qui portait des caisses. J'ai suivi la trace avec mes yeux jusqu'à ce qu'elle se termine sur une pierre plate près du mur. Quelque chose a attrapé la lumière. Une barrette à cheveux, plastique fissuré sur un bord. Sa surface autrefois brillante, ternie par la saleté et le temps. Je l'ai ramassée délicatement, la tournant entre mes doigts. Le souffle de Marie s'est échappé en une lente expiration. Ça, ce n'est pas industriel. J'ai secoué la tête. Non, sous la pierre, un morceau de papier gisait plié en deux, aplati comme si quelqu'un l'avait lissé avec soin. Je l'ai déplié. Une date et en dessous, 3 mots écrits d'une main pressée. Ne faites pas confiance au silence. J'ai fermé les yeux une demi-seconde. Elle était là, ai-je dit. Pas de soulagement, pas de triomphe, juste un fait. On a tout documenté. Photos, coordonnées, échantillons audio de l'acoustique de la crevasse. J'ai enregistré des sons lointains, la façon dont la pierre avalait le bruit. La façon dont les pas résonnaient seulement quand on le voulait. On finissait quand la tête de Pierre s'est levée, ses oreilles se sont orientées vers l'avant. Son corps s'est raidi, non pas de peur, mais de concentration. J'ai figé. « Qu'est-ce que c'est ?» a murmuré Marie. Pierre n'a pas répondu par un mouvement. Il a répondu par son immobilité. Puis, doucement, faiblement, le son nous est parvenu. Un moteur, pas proche mais approchant. Marie a juré entre ses dents. Le timing est parfait. On a bougé vite, mais pas frénétiquement. J'ai glissé la barrette à cheveux dans un sac de preuves. Marie a ajusté la caméra la plus proche une dernière fois. On s'est glissé à couvert juste au moment où un camion est apparu à l'entrée de la crevasse. C'était un plateau, la peinture ternie par la poussière, les marquages de la compagnie partiellement obscurcis. 2 hommes en sont sortis. Le premier était grand et large, les épaules penchées en avant comme s'il avait appris à s'appuyer sur le poids. Sa barbe était foncée et épaisse, non taillée, et sa mâchoire portait les angles bruts de quelqu'un habitué à forcer les portes plutôt qu'à frapper. Il se déplaçait avec une confiance qui frôlait la négligence. Le deuxième homme était plus jeune, plus mince, agité. Ses mains ne cessaient de bouger, ajustant ses gants, se frottant le cou. Ses yeux virevoltaient trop souvent vers les arbres. Il parlait à voix basse. J'ai levé mon téléphone juste assez pour capter l'audio, gardant ma respiration lente. « Encore en retard » a marmonné le plus jeune.
Ça n'a pas d'importance, a répondu le barbu. On ne reste pas. Ils se sont dirigés vers les caisses, mes muscles se sont tendus. Chaque instinct d'une autre vie me criait d'agir, de sortir, d'en finir maintenant. Mais la discipline me tenait comme une laisse. Gagner avec l'épreuve, sauver avec la patience. Pierre était allongé à plat à mes côtés, le corps pressé contre la terre, les yeux ne quittant jamais les hommes. Il était silencieux. Pas le silence de la peur, mais le silence d'un chasseur qui comprenait le timing. Les hommes ont chargé une caisse sur le plateau. Le plus jeune a hésité, jetant un coup d'œil vers la partie plus profonde de la crevasse. « Tu entends quelque chose ?» a-t-il demandé. L'homme barbu a ricané. « C'est des rochers. Ça sonne toujours comme ça. » Il ne savait pas à quel point il était près de la vérité. Ils ont terminé rapidement, sont remontés dans le camion et sont partis comme ils étaient venus. Je n'ai pas bougé tant que le bruit du moteur ne s'est pas complètement estompé. Puis j'ai expiré longuement et lentement. Marie m'a regardé. On a eu ce qu'il nous fallait. J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblent encore légèrement. Assez pour demander un mandat. On a commencé à remballer en retraçant nos pas avec précaution. À mi-chemin vers le lac, Pierre s'est arrêté de nouveau. Cette fois, il ne s'est pas assis. Il s'est tourné et m'a regardé directement. Pas d'urgence, pas d'avertissement, mais une question. J'ai croisé son regard, sentant cette pression silencieuse s'accumuler derrière mes côtes. Le sentiment de se tenir sur un seuil. « Qu'est-ce que c'est, mon vieux? » j'ai murmuré. Pierre a maintenu le regard un instant de plus, puis s'est détourné et a continué sur le chemin. Je ne savais pas pourquoi cela m'inquiétait plus que le moteur ou les caisses, mais c'était le cas. On a atteint des véhicules sans incident. Le lac scintillait de nouveau à travers les arbres. Inchangé, innocent. J'ai marqué une pause et j'ai regardé en arrière vers la crevasse, maintenant cachée par la pierre et l'ombre. Ils savent que cet endroit est surveillé maintenant, ai-je dit. Marie a hoché la tête, ce qui signifie qu'ils vont bouger ou passer à la vitesse supérieure. J'ai ouvert la portière du camion. De toute façon, ils feront une erreur. Pierre a sauté et s'est installé, les yeux vers l'avant, la posture calme. Alors que je démarrais le moteur, j'ai senti le poids de ce que nous avions récolté. Pas seulement des preuves, mais une confirmation. Sophie avait été ici. Elle avait anticipé. Elle avait fait confiance aux signes et au silence à parts égales. Et maintenant, les chasseurs savaient qu'ils n'étaient plus seuls. Le lac a capté la lumière une fois de plus, lisse et argentée, ne révélant rien. Mais sous son calme, quelque chose avait changé. L'alerte est tombée juste après le crépuscule. J'étais dans la cuisine de la cabane, en train de rincer une tasse, quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Le nom de Marie a clignoté une fois, puis une autre, assez urgent pour sauter les politesses. Caméra de surveillance près du camping-car vient de se déclencher, a-t-elle dit. Mouvement, pas d'animaux sauvages, 2 silhouettes. Elles tournent autour. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées, attaché la laisse au harnais de Pierre et mis mon sac à dos. Pierre était déjà là, le corps tendu, les yeux brillants d'une clarté qui signifiait qu'il attendait plus ma permission que mes instructions. « On bouge », j'ai dit. On a roulé sans phare pendant le premier kilomètre. La route, un ruban pâle sous une lune montante. Les pins se penchaient vers l'intérieur, avalant le son. J'ai gardé ma respiration régulière, comme j'avais appris à le faire quand l'adrénaline voulait sprinter sans moi. On a coupé le moteur à 100 mètres et on a continué à pied. C'est à ce moment-là que Pierre a cessé de tirer et s'est précipité en avant. Pas de panique, pas d'aboiement, juste une accélération soudaine et urgente qui a tendu la laisse dans ma main. « Doucement », ai-je murmuré. Mais mon corps répondait déjà au message du chien. L'odeur m'a atteinte une seconde plus tard. Pas de fumée, de carburant, aigre et étrange contre la douceur humide de la mousse et de la pourriture. Un accélérant, frais, volatile, comme une allumette frappée à l'intérieur de ma poitrine.
J'ai commencé à courir. Le camping-car est apparu à travers les arbres, son flanc pâle et rouillé captant le clair de lune. Pendant une demi-seconde, tout semblait pareil, toujours silencieux. Puis j'ai vu la lueur, une humidité sombre et mouillée s'étalant sur le sol couvert de feuilles, sous les marches du camping-car, reflétant la lumière en ligne fine et dangereuse. De l'essence. Pierre a bondi vers les marches, aboyant une fois, court, net, puis a reculé, tournant en cercle, le nez balayant rapidement, précisément. Il ne cherchait pas, il confirmait. Je me suis mis à genoux, j'ai sorti l'extincteur de mon sac et j'ai balayé. La flamme n'avait pas encore pris. Celui qui avait versé le carburant n'avait pas encore frappé l'allumette ou avait été interrompu. Je n'ai pas attendu de le savoir. J'ai d'abord pulvérisé le sol, puis les marches du camping-car, la mousse blanche sifflant alors qu'elle avalait la lueur réfléchissante. J'ai travaillé vers l'extérieur, méthodique, refusant de laisser la panique prendre le volant. « Marie, » j'ai dit dans mon téléphone, « on a de l'accélérant. Pas de feu actif, je neutralise. »« Copier » a-t-elle répondu, essoufflée. « Les pompiers arrivent. Je suis à 2 minutes. » J'ai contourné le camping-car, recouvrant les panneaux inférieurs, la jointure de la porte, la terre sous le châssis. L'odeur a reculé et atténué, mais pas parti. C'est à ce moment-là que Pierre s'est figé. Pas en alerte, pas en garde, il écoutait. Ses oreilles étaient inclinées vers l'arrière du camping-car, son corps complètement immobile d'une manière que j'avais reconnue il y a une vie. L'instant avant qu'une porte ne soit forcée, quand l'air lui-même semblait se pencher en avant. J'ai suivi. Le panneau arrière du camping-car s'affaissait, sa peau métallique amincie par les années. Pierre a pressé son nez contre une section près du plancher, puis a gratté une fois, 2 fois, puis a aboyé de nouveau, plus aigu cette fois. Ici, j'ai respiré. J'ai posé l'extincteur et je me suis mis à 4 pattes, mes doigts sondant le revêtement ramolli. Le bois a cédé avec un craquement sourd, exposant un vide sanitaire sous la banquette arrière. Doucement, ai-je dit, d'une voix basse et calme. Je vous tiens. J'ai élargi l'ouverture. Une forme a bougé à l'intérieur. Un souffle humain, irrégulier, peu profond, déchirant la nuit. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tendu la main avec précaution et j'ai trouvé un bras mince, tremblant, la peau froide à travers un tissu humide. J'ai élargi l'ouverture et j'ai allumé ma lampe. Sophie Leroy m'a regardé en clignant des yeux. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginée d'après les histoires de Sophie Bertrand. Mince, compacte, sa force maintenant repliée sur elle-même par l'épuisement. Ses cheveux blonds foncés étaient emmêlés et humides, collant à un visage rendu pâle par la faim et le froid. La saleté barrait ses joues comme de la peinture de guerre appliquée par la peur. Ses yeux gris-vert, vifs même maintenant, fixaient Julien avec un éclair de reconnaissance qui ressemblait presque à de l'incrédulité. « Vous êtes réel », a-t-elle murmuré. « Oui », j'ai dit, « et on va vous sortir de là. » Pierre a poussé sa tête dans l'ouverture, gémissant doucement, la queue balayant la poussière. Le regard de Sophie s'est posé sur lui, et quelque chose s'est relâché sur son visage. Un petit son brisé s'est échappé de sa gorge. « Vous l'avez trouvé », a-t-elle dit. « L'étoile polaire. » Je n'ai pas demandé comment elle connaissait mon nom. J'ai élargi l'ouverture davantage, j'ai calé mes pieds et j'ai glissé mes bras sous les épaules et les genoux de Sophie. Elle pesait moins qu'elle n'aurait dû. La réalité de cela s'est installée en moi comme une ecchymose. Quand je l'ai soulevée, elle a tressailli, puis s'est détendue quand Pierre s'est pressé contre elle, sa chaleur solide l'ancrant. « Je ne suis pas resté ici », a dit Sophie, le souffle saccadé. Pas longtemps, j'ai bougé. Le ravis, le vieux hangar, le bord du lac. Ce soir me semblait plus sûr. J'ai hoché la tête. Vous avez tout fait correctement. Les phares de Marie ont fendu les arbres à son arrivée. Son camion a dérapé pour s'arrêter. Elle a sauté, les yeux écarquillés en découvrant la scène.
Mousse sur le sol, le panneau ouvert. Sophie dans mes bras. Oh mon Dieu, respirait Marie. Derrière elle, un autre véhicule s'est arrêté, rouge et blanc, suivi d'un troisième. 2 pompiers sont sortis, 2 hommes d'une quarantaine d'années, les visages marqués par la chaleur et de longues heures. L'un était grand et costaud, le crâne rasé et les yeux calmes. L'autre, plus petit, nerveux, se déplaçant avec une efficacité rapide. Ils ont compris la situation sans question, étalant de la mousse et vérifiant le périmètre. Le feu n'a jamais pris, a dit le plus grand. Chanceux. J'ai déposé Sophie doucement sur une couverture que Marie avait étendue. Le camion de Camille est arrivé quelques instants plus tard, les pneus crissant, et la vétérinaire était dehors avant que le moteur ne s'arrête. Camille s'est agenouillée près de Sophie, les mains déjà en mouvement, vérifiant le pouls, la température de la peau, la réactivité. Hypothermie, a-t-elle dit calmement. Déshydratation légère à modérée. Sophie a grincé des dents mais a hoché la tête. Je sais. Camille a levé les yeux vers moi. Vous l'avez sauvée à temps. J'ai regardé Pierre, qui était assis aux côtés de Sophie, les yeux ne quittant jamais son visage. Pas seul, ai-je dit. Pendant que Camille travaillait, le regard de Sophie a dérivé vers le camping-car, son corps rouillé maintenant fantomatique sous les lumières d'urgence. Il voulait qu'il disparaisse, a-t-elle dit doucement. C'était plus facile de brûler un endroit que d'effacer une question. Ma mâchoire s'est serrée. Ils n'auront pas une autre chance. Sophie a dégluti. Mon père vivait dans un comme ça quand j'étais petite. Il l'appelait l'étoile polaire parce que peu importe où nous nous garions, ça signifiait que nous allions rentrer à la maison. Ses yeux se sont emplis de larmes. Mais elle n'a pas pleuré. Je pensais que si je restais près d'elle, je le ferais aussi. Pierre s'est penché, posant son menton sur son genou. J'ai laissé échapper un souffle qui était moitié un rire, moitié une blessure qui se rouvrait. Je suppose que je conduis encore, j'ai murmuré au chien. C'est mon travail, on dirait. Les oreilles de Pierre ont frémi, et un instant, son expression a semblé presque amusée. Puis il a regardé Sophie, solennelle comme une promesse. Les pompiers ont terminé leur balayage. Un gendarme d'État est arrivé, a pris des déclarations, a hoché la tête gravement. Les sacs de preuves ont été remplis, des photos prises. Personne n'a prononcé le mot incendie criminel, mais il planait dans l'air comme de la fumée. Quand ils ont fait monter Sophie dans le camion de Camille, enveloppée dans des couvertures, elle a tendu la main et a attrapé ma manche. Il savait que quelqu'un regardait, a-t-elle dit. C'était un message. J'ai croisé son regard. Alors ça a échoué. Elle a acquiescé une fois, me faisant confiance d'une fois dont je me sentais indigne et que j'étais déterminé à mériter. Alors que les véhicules s'éloignaient et que la forêt reprenait son calme, je suis resté un instant près du camping-car. La mousse brillait en blanc sur la rouille et la mousse. La nuit sentait de nouveau le propre. J'ai posé une main sur le métal froid. Cette fois, je n'avais pas manqué le signe. Je me suis retourné, j'ai sifflé doucement et Pierre s'est mis à mes côtés. Ensemble, nous avons quitté la clairière, laissant derrière nous un feu qui n'a jamais eu lieu et une vie qui l'a fait. La clinique sentait l'antiseptique et les couvertures chaudes. La lumière du matin filtrait par les fenêtres étroites, pâles et prudentes, comme si elle comprenait que c'était un lieu de rétablissement, pas de spectacle. Sophie Leroy était installée sur un lit de camp, enveloppée dans des couches qui la faisaient me paraître plus petite qu'elle ne l'était. La couleur était revenue sur ses joues, bien que de faibles ombres s'accrochent encore sous ses yeux comme des ecchymoses qui refusaient de guérir d'un seul coup. Camille se tenait à proximité, les bras croisés, observant Sophie avec la patience habituelle de quelqu'un qui faisait confiance au corps pour parler, pourvu qu'on leur donne du temps. Abonnez-moi. Je suis resté près du mur, silencieux, les bottes plantées, les mains larges sur les côtés. Pierre était couché à mes pieds, la tête posée sur ses pattes, les yeux à moitié fermés, mais alertes,
gardant son posture. Sophie a pris une inspiration. Ils utilisaient la compagnie forestière comme façade, a-t-elle dit. Sa voix était plus stable maintenant, plus un murmure. La paperasse est propre, permis, don au projet du village, mais les camions ne transportent pas de bois. Elle a décrit des itinéraires, des noms qu'elle avait entendus, des nuits où elle avait compté des phares depuis les arbres. Elle parlait avec précaution, non plus par peur maintenant, mais par précision, comme quelqu'un qui comprenait que les détails étaient une monnaie. « Ils bougent vite », a continué Sophie. « Ne reste jamais longtemps, la forêt les aide, le son s'éteint, les gens cessent de poser des questions. » Le gendarme Antoine Girard se tenait près de la porte, son chapeau à la main. De près, il semblait plus vieux que dans mon souvenir. Les rides de son visage s'étaient approfondies pendant la nuit et ses épaules semblaient porter un nouveau poids. Pas de la culpabilité exactement, mais l'inévitabilité. Il a écouté sans interruption. Quand Sophie a terminé, la pièce est redevenue silencieuse. Girard s'est éclairci la gorge. « Nous avons les images des caméras de surveillance, a-t-il dit, les coordonnées GPS, l'audio et maintenant le témoignage. » Il m'a regardé, puis Sophie. « C'est suffisant. » Marie a hoché la tête une fois. « Assez pour un mandat. » Girard a fermé les yeux brièvement. Quand il les a ouverts, quelque chose s'était posé derrière son regard. « J'aurais dû insister plus tôt, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. Personne ne s'est précipité pour le consoler. Ce n'était pas le genre de moment. Mais je vais le faire maintenant, a ajouté Girard. Il s'est redressé, a redressé ses épaules et a tendu la main vers sa radio. L'opération a commencé avant le coucher du soleil. Des véhicules banalisés attendaient à l'orée du village, les moteurs tournant au ralenti. Les gendarmes d'État se tenaient avec les adjoints locaux, leur posture alerte, leur mouvement économique. Personne ne parlait plus fort que nécessaire. La forêt n'avait pas besoin d'aide pour garder des secrets. Mais cette nuit-là, on ne lui permettrait pas de garder des mensonges. Le mandat était signé. Je ne portais pas d'insigne. Je n'en avais pas besoin. Je me tenais en arrière avec Marie, Pierre à mes côtés, regardant les autres avancer avec autorité et lumière. Depuis la crête, on pouvait voir la clairière où avaient été les caisses. Des projecteurs se sont allumés, coupant l'ombre. Des hommes couraient. Certains ne sont pas allés loin. Le chef, lui-ci, il a émergé de derrière un camion, les mains levées lentement, le visage dur et pâle sous les lumières. Il était grand, costaud, avec une barbe épaisse striée prématurément de gris. Ses yeux étaient vifs mais fatigués. Le genre de fatigue qui vient de croire ses propres excuses trop longtemps. Son nom était Paul Lavigne. Lavigne a parlé avant qu'on ne lui demande. « Vous pensez que ce village survit grâce à la pêche et aux cartes postales ?» a-t-il lancé. « Vous pensez que ces gens paient leurs factures avec des couchères de soleil ?» Girard s'est avancé. « Posez vos mains sur le capot, Paul. » Lavigne a ri d'un rire amer. « J'ai fait travailler des hommes, nourri des familles. Tout ce que vous avez fait, c'est détourner le regard. » Je l'ai observé attentivement. J'avais déjà vu des hommes comme Lavigne. Des hommes qui enveloppent le mal dans la nécessité et appellent cela du leadership. Vous n'aviez rien à brûler, ai-je dit, d'une voix calme, coupant le bruit. Le regard de Lavigne s'est posé sur moi. Je n'ai pas brûlé de gens. Non, ai-je répondu, vous y avez juste pensé. La mâchoire de Lavigne s'est serrée. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers la forêt, vers la direction du camping-car. Le feu purifie, a dit Lavigne doucement. Parfois, c'est la seule chose que les gens écoutent. Les gendarmes sont intervenus, le menottant sans cérémonie. Lavigne n'a pas résisté. Il a juste regardé au-delà d'eux, comme s'il observait quelque chose s'échapper. Le lendemain matin, le village était différent. Pas plus bruyant, pas plus lumineux, juste plus léger. La nouvelle s'est répandue comme toujours, autour des tasses de café, sur les porches, à travers des regards qui s'attardaient plus longtemps que d'habitude.
Certaines personnes semblaient soulagées, d'autres en colère. Quelques-unes semblaient honteuses. Le gendarme Girard a marché dans les rues ce matin-là sans son chapeau. Il a fait un signe de tête aux gens qui ne croisaient pas son regard. Il s'est arrêté au bistrot. Sophie Bertrand était derrière le comptoir, son tablier sur elle, ses cheveux s'échappant de son chignon comme d'habitude. « Vous l'avez fait », a-t-elle dit sans sourire. Girard a hoché la tête. « J'aurais dû le faire plus tôt. Sophie lui a versé du café. Vous l'avez fait quand ça comptait. » Elle a jeté un coup d'œil derrière lui et a souri alors. Vraiment souri. Sophie Leroy se tenait juste à l'intérieur de la porte, plus stable maintenant. Pierre à ses côtés comme une ombre qui respirait. Sophie Bertrand a traversé la pièce et l'a serré dans ses bras. « Tu nous as fait une peur bleue », a-t-elle dit dans les cheveux de Sophie. Sophie a fermé les yeux. « Je sais. » J'observais depuis l'embrasure de la porte, toujours mal à l'aise avec la gratitude. Sophie Bertrand s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes et d'humour. « Vous venez réparer des sentiers, a-t-elle dit. Vous finissez par réparer des habitudes. » J'ai haussé les épaules. Risque professionnel. Le camping-car a pris plus de temps. Des semaines, pas des jours. J'ai travaillé dessus dans la clairière où il avait failli brûler. Des outils étalés comme des offrandes. J'ai remplacé le câblage, scellé les fissures, frotté la rouille là où c'était important, et l'ai laissé là où il disait la vérité. Je ne l'ai pas restauré à sa gloire, je l'ai restauré à sa fonction. Sophie a aidé quand elle pouvait, me tendant des boulons, ponçant des panneaux. Sa force est revenue par petites touches, lentes, tenaces. Elle parlait parfois de son père, des nuits passées sous des cieux ouverts, d'apprendre que la maison était moins un lieu qu'une direction. On a gardé le nom de North Star. Pierre supervisait. Il était couché à l'ombre, les yeux suivant chaque mouvement, se levant occasionnellement pour inspecter les progrès. Une fois, je l'ai surpris en train de pousser un panneau lâche avec son museau avant de s'asseoir ostensiblement à côté. « Oui, » ai-je marmonné, « je vois ça. » Quand le moteur a enfin démarré, le son a fait s'envoler les oiseaux des arbres. Sophie a ri, un vrai rire, surprise et lumineux. J'ai posé mon front un instant sur le volant, les yeux fermés. Certaines choses, ai-je pensé, méritaient une deuxième chance. Le matin de notre départ, la forêt portait sa plus belle lumière. La rosée s'accrochait à l'herbe. Le soleil filait à travers les branches comme une promesse. Le camping-car était prêt. Peinture cicatrisée mais solide. Mousse nettoyée du toit, mais pas oubliée. Je suis monté sur le siège conducteur. Sophie a pris le côté passager, les mains posées sur ses genoux, les yeux vers l'avant. Pierre a sauté entre nous, s'installant avec un soupir satisfait, le menton levé, la posture fière. J'ai démarré le moteur. Le camping-car a roulé lentement au début, les pneus froissant les feuilles, puis a pris de l'assurance en atteignant la route. La forêt s'est ouverte, les laissant passer. Dans le rétroviseur, les arbres se sont refermés, inchangés, éternels. L'étoile polaire était invisible dans le ciel bleu du matin. Mais je la sentais quand même, non pas au-dessus, mais devant. Et aujourd'hui, franchement, je ne le sais pas trop. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur en m'impliquant. Probablement un peu des deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais cette histoire, c'est la mienne. Et je l'ai traversée avec Pierre à mes côtés, un pas après l'autre, dans cette forêt qui ne cesse de murmurer des secrets. Qu'auriez-vous fait à ma place?